Bonjour et bonne année à tous, bienvenue au premier JT du Coin de 2025. Aujourd'hui, dans ce récapitulatif des actus crypto récentes, il faut d'abord qu'on parle des prix. En effet, depuis la dernière vidéo et le record battu le 17 décembre à presque 110 000 $, le Bitcoin est globalement resté sur une légère pente descendante. Un mouvement qui, il faut le préciser, est également celui de la bourse. Ceci parce que les chiffres de l'emploi aux États-Unis étaient meilleurs qu'attendus. En conséquence, la Fed a laissé les taux d'intérêt là où ils étaient et les actifs risqués ont commencé à stagner. Mais ce n'est pas pour autant que l'écosystème crypto tout entier a stagné. Pendant ces dernières semaines, évidemment, il y a eu diverses mises à jour et innovations à travers tout le secteur. Et puisqu'on est en plein hiver, même si je n'ai pas encore vu de neige, je vais commencer par la mise à jour Avalanche 9000 du réseau AVAX. Depuis la fin décembre 2024, les réseaux subsidiaires, anciennement appelés Subnet, ont désormais été rebaptisés en L1 AVAX, puisque c'est ce qu'ils sont après tout, à l'opposé des L2 qui pullulent sur Ethereum. Derrière ce changement de nom se cache notamment un changement des modalités de mise en place de ces réseaux et de leur coût de fonctionnement. Ces réseaux L1 AVAX sont désormais beaucoup plus indépendants et beaucoup moins chers à faire tourner. Et en plus, il y a récemment eu plusieurs programmes et subventions de lancés pour favoriser le développement de nouveaux réseaux et nouvelles applications. Donc AVAX, qui peine à revenir à son ancien record de prix, pourrait peut-être enfin reprendre du poil de la bête en 2025. Et parmi ses concurrents qui sont plus proches du sommet du classement, c'est évidemment Solana qui a fait le plus parler de lui et qui engrange le plus de revenus. Notamment, depuis le point le plus bas de décembre 2022, la DeFi dans l'ensemble a multiplié ses revenus par 11, mais il s'avère que sur 2024, ce sont surtout Pump.Fun, Jito ou encore Raydium qui représentent l'essentiel de ces gains. C'est là, sur ces applications, sur Solana, que la majorité de l'activité prend place, et même si ce n'est pas forcément l'activité la plus noble ou la plus technologiquement sophistiquée, c'est quand même une quantité d'activité qu'Ethereum et ses pauvres 15 transactions par seconde n'auraient jamais pu accueillir. Alors, rendons à César ce qui est à César, même si César avait des amis chez FTX. Et pour parler de sujets plus sophistiqués, justement, sur Solana, Dean Little, développeur de son état, a publié le 3 janvier 2025 un logiciel de coffre virtuel déployé sur Solana dont la fonction est de protéger un peu les fonds qui s'y trouvent face à une attaque par ordinateur quantique. Car en fin d'année dernière, vous le savez probablement déjà, mais tout le monde a beaucoup parlé d'informatique quantique. Les efforts de Google en la matière ont apporté de l'eau au moulin des réseaux sociaux et nous avons même fait une vidéo sur le sujet. En tout cas, de manière générale, les ordinateurs quantiques sont encore loin de pouvoir casser le moindre réseau crypto, et le jour où ils en deviendront capables, ce n'est pas juste la crypto qui sera potentiellement en danger, mais tous les systèmes de communication informatique de la planète, ou presque. Donc ce coffre, même s'il est très intéressant sur le plan technique, ne va certainement pas changer quoi que ce soit à l'apocalypse qu'un ordinateur quantique suffisamment perfectionné pourrait causer. En outre, il ne va pas non plus modifier les caractéristiques du réseau Solana lui-même, qui reste tout aussi vulnérable que Bitcoin et Ethereum en dehors de ce coffre. Pour l'instant, la liste de réseaux qui disent être quantum résistants est plutôt courte, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas toujours super connus ou super crédibles. En fait, je pense même que les réseaux qui sont sur cette liste ont moins d'utilisateurs que notre nouveau canal Telegram d'information. Vous êtes déjà à peu près 8500 à vous être abonnés, et même si ce canal n'est pas particulièrement protégé contre les ordinateurs quantiques, au moins en le lisant, vous pouvez avoir toutes les infos très rapidement. Alors si ça vous intéresse et que vous n'y êtes pas déjà, je vous laisse le lien dans la description. Passons à la suite maintenant avec une autre mise à jour qui arrive, une mise à jour qui n'a rien à voir avec les ordinateurs quantiques. En l'occurrence, il s'agit d'Uniswap V4 qui va apporter des changements énormes à la plus célèbre des plateformes d'échange décentralisées. On en avait déjà parlé lorsque le concept avait été révélé, cette version incorporera notamment des bouts de code baptisés hooks, des crochets qui permettraient de personnaliser les réserves de liquidités. En octobre 2023 notamment, un hook permettant de mettre en place une procédure de KYC avait fait polémique et c'est donc très prochainement que nous allons pouvoir voir l'un des concepts les plus fumeux à avoir émané de la finance traditionnelle faire son apparition sur une application de finance décentralisée. Bientôt, les États-Unis pourront s'amuser à empêcher les gens de trader sur certaines réserves de liquidités quand ça leur chante. Évidemment, les crochets ne permettront pas que ça, ce sont des contrats intelligents attachés aux réserves de liquidités, donc ils peuvent permettre plein de choses. Il pourrait par exemple aussi y avoir des ordres limit on-chain, une intégration à des protocoles de prêt, des intérêts composés pour les fournisseurs de liquidités. Et puis la mise à jour ne porte pas que sur les crochets non plus, puisqu'elle permettra aussi, entre autres choses, le support natif de l'Ether qui doit aujourd'hui toujours être transformé en WETH avant d'être utilisé sur Uniswap V3. Tout ça, c'est indiscutablement des bonnes choses. Il faut juste faire attention, parce qu'avec ces bonnes choses, il y a des risques supplémentaires qui arrivent. Il y aura aussi par exemple la possibilité pour les créateurs de réserves de liquidités de mettre en place des frais dynamiques et des oracles personnalisés, qui pourront tous les deux certainement faire l'objet de nombreux abus et faire apparaître de nouveaux types d'arnaques, même si ça pourrait aussi être très pratique dans certaines situations. Cela dit, les pires arnaques qu'on verra seront probablement celles qui sont imaginées par le gouvernement états-unien de toute façon.
On a notamment eu, courant décembre, une décision de l'IRS, leur service des impôts, qui veut imposer sa volonté à des protocoles de finances décentralisés, ou plus exactement, aux opérateurs des front-end, c'est-à-dire les sites web qui permettent de se servir de ces applications. Ces opérateurs de front-end seraient obligés, en vertu de la décision de l'IRS, de collecter les noms et adresses des utilisateurs ainsi que leurs produits bruts. Car d'après l'IRS, les opérateurs de front-end sont arrangés dans la catégorie des brokers, c'est-à-dire les courtiers. Mais cet extrême abus de langage a immédiatement mené plusieurs grands acteurs et associations du secteur à agir et faire différents recours contre cette décision, donc la partie n'est pas encore perdue. Et pour continuer sur les États-Unis, sachez qu'il n'est pas seulement question d'obligations idiotes inventées par le service des impôts, il y a aussi des questions de censure pure et simple des transactions. En effet, après le bannissement par la Chine du minage de Bitcoin, l'influence sur le réseau des mineurs chinois qui était colossale a été légèrement réduite. D'après CryptoQuant, aujourd'hui il ne reste que 52% de mineurs chinois, et les États-Unis ont essentiellement gobé toutes les parts de marché abandonnées par les Chinois, passant de pas grand-chose à presque 45% aujourd'hui. Et au sein de ce tout petit nombre de pays, il y a aussi un petit nombre de pools de minage qui dominent le marché. En l'occurrence, il y a une coopérative de minage en particulier qui écrase tout aux États-Unis. Il s'agit de Foundry USA qui dispose de plus de 35% de la puissance de calcul totale sur le réseau Bitcoin. Ce qui veut dire qu'avec quelques pressions bien placées par le gouvernement états-unien sur Foundry USA et 2-3 autres gros participants, ça leur permettrait de commencer à censurer des transactions sur Bitcoin s'ils le désiraient. Ce qui d'ailleurs n'est pas forcément si difficile que ça quand on est propriétaire d'une pool de minage. En effet, il y a quelques temps, c'est F2Pool, un concurrent chinois un peu plus petit qui a été suspecté de censurer des transactions. Plusieurs fois, certaines transactions se sont retrouvées absentes d'un bloc alors qu'elles faisaient plus ou moins partie des meilleurs choix dans la même pool. Et à chaque fois, ces transactions non incluses émanaient d'entités sanctionnées par le FAC. Donc on ne sait pas trop si c'est vraiment de la censure ou le hasard, mais c'est quand même arrivé un peu trop souvent pour que la thèse du hasard reste 100% crédible. Et puis dans le passé, F2Pool avait publiquement avoué qu'ils censuraient des transactions et qu'ils avaient placé un filtre, même si ce filtre a ensuite été enlevé. Il ne serait donc pas surprenant qu'ils essaient encore quelque chose du genre un peu plus discrètement. Et puis ça amène à réfléchir aussi ce qui se passerait si Foundry USA et une poignée d'autres participants les rejoignaient. Parce que par exemple, 36,45 plus 11,04 plus 3,61, ça fait 51,1% de la puissance de calcul, juste ce qu'il faut pour bloquer durablement toutes les transactions qui ne plaisent pas à l'OFAC. Bref, après tout ça, il y a quand même eu une bonne nouvelle ce mois-ci, c'est l'officialisation du départ de Gary Gensler, le chef de la SEC qui a passé beaucoup trop de temps à ce poste dans le seul but de démolir la crypto avec des règlements tout aussi idiots qu'injustes. Évidemment, il a fini par perdre la guerre, mais avant de partir, il en a profité pour dire dans une interview du 8 janvier qu'il déteste toujours la crypto. Et sur ce point-là, je pense pouvoir affirmer que c'est réciproque. Quoi qu'il en soit, le 20 janvier, il ne dirigera plus la SEC, et après cette date, peut-être que les États-Unis légiféreront un peu mieux sur la crypto. Enfin, pour finir ce JT, il faut que je mentionne la dernière déclaration de la Banque centrale de Tchéquie qui fait suite à ses homologues un peu partout ailleurs. Il serait apparemment en train de réfléchir à l'achat de quelques bitcoins pour diversifier les actifs détenus par la banque. Mais ces achats ne sont ni déjà faits, ni même programmés. Il ne s'agit que d'une idée qui n'ira peut-être nulle part. Alors, en attendant qu'ils parviennent à une décision, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine, et j'espère qu'on se reverra très prochainement, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou notre canal Telegram. À bientôt!